Pendant le sommeil, j'ai eu une expérience hors du commun. Il y avait un écran rouge formé par du sang qui coule. Je l'observais. Soudain, une main a commencé à écrire sur l'écran. Cela a attiré toute mon attention. Cette main a écrit un certain nombre d'intégrales elliptiques. Elles se sont incrustées dans mon esprit. Dès que je me suis réveillé, je me suis mis à les mettre par écrit. Considérons un cercle quelconque. Le quotient de sa circonférence par son diamètre est égal à un nombre particulier que l'on nomme également constante d'Archimède. On le désigne par la lettre grecque pi. Vous l'avez bien compris, si on prend n'importe quel cercle et que l'on divise sa circonférence c par son diamètre d, on obtiendra toujours ce fameux nombre pi. On aura toujours c égale pi fois d. Pi est environ égal à 3,14. Ce n'est qu'une valeur approchée puisqu'en réalité il y a une infinité de décimales. Nous y reviendrons plus tard. Voici un exemple pour mieux comprendre ce qu'est le nombre pi. Considérons une roue de diamètre 1, faisons-la rouler sur le sol. Quand la roue fait un tour complet, elle se déplace de pi, comme on peut le voir sur l'animation. Depuis l'Antiquité, les mathématiciens à travers les siècles ont été fascinés par le nombre pi de par ses particularités. Comme on l'a dit, 3,14 n'est qu'une valeur approchée, car en réalité il y a une infinité de décimales. On dit que pi est un nombre irrationnel. On ne peut pas l'écrire sous forme de fraction, a sur b, avec a et b entiers. C'est en 1761 que Jean-Henri Lambert démontre ce résultat. En plus d'être irrationnel, en 1882, Ferdinand von Lindemann démontre que le nombre pi est transcendant, c'est-à-dire n'est solution d'aucune équation polynomiale à coefficient rationnel. Depuis l'Antiquité, des mathématiciens ont essayé de calculer la valeur de pi avec plus ou moins de précision. Les mathématiciens babyloniens approchent la valeur de pi par la fraction 25/8, soit 3,125. Les astronomes indiens utilisent la fraction 339/108, soit environ 3,139. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Archimède de Syracuse démontre que pi est compris entre 223/71 et 22/7. Le mathématicien chinois du IIIe siècle, Liu Hui, améliore l'approximation du nombre pi en utilisant la méthode d'Archimède. Liu Hui fournit une approximation de pi de 3,1416. Jusqu'en 1400 environ, la précision des approximations de pi n'excédait pas les 10 décimales. Les progrès en matière de calcul intégral et de série vont permettre d'améliorer cette précision. Les séries permettent d'approcher pi, avec d'autant plus de précision qu'on utilise de termes de la série pour le calcul. Vers 1400, le mathématicien indien Madhava de Sangamagrama trouve ce qui constitue, en langage moderne, le développement de la fonction arctangente. Ensuite, en posant x égale à 1 sur racine de 3, permet à Madhava de donner une valeur approchée de pi, de 3,141592 qui a 11 décimales correctes. En 1424, le mathématicien perse Al-Kashi réussit à donner 16 décimales, en appliquant la méthode d'Archimède à un polygone de 3 fois 2 puissance 28 côtés. À partir du XVIe siècle, les mathématiciens européens vont apporter de grandes contributions. En 1579, le mathématicien français, François Viette, trouve un développement infini de pi, avec lequel il extrait 12 décimales exactes. En 1591, le mathématicien allemand Ludolf van Keulen pousse la précision à 35 décimales. En 1655, John Wallis, mathématicien anglais, apporte sa contribution en trouvant une formule pour calculer le nombre pi. C'est le produit de Wallis. En 1706, le Britannique John Machine réalise un exploit en trouvant les 100 premières décimales, grâce à sa formule. Alors que quelques dizaines de décimales de pi sont largement suffisantes pour les calculs pratiques qu'effectue un physicien, la conquête des décimales du nombre pi n'a pas cessé avec l'arrivée des ordinateurs de plus en plus puissants qui ont permis de calculer un très grand nombre de ces décimales. Cela est devenu possible grâce au prestigieux mathématicien indien, Srinivasa Ramanujan, qui, en 1910, trouve plusieurs séries infinies de pi, dont une en particulier qui est à la base des algorithmes informatiques, dont les supercalculateurs utilisent actuellement. En 1988, les frères mathématiciens David et Gregory Chudnovsky ont développé un algorithme plus rapide pour calculer le nombre pi. Cet algorithme n'est en fait qu'une variante de la formule de Ramanujan. Il est actuellement utilisé par les supercalculateurs.
En 2021, la Haute École des sciences appliquées des Grisons, en Suisse, a établi un nouveau record de calcul du nombre pi avec 62 800 milliards de décimales après la virgule. Il a fallu 108 jours et 9 heures à un ordinateur haute performance pour calculer pi, en faisant tourner l'algorithme de Ramanujan-Chudnovsky. Voilà un tout petit aperçu de ce qu'est le nombre pi avec juste 1 million de décimales, ce qui est déjà impressionnant, mais en fait ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan. En effet, pi est irrationnel et donc il possède une infinité de décimales. Voici un graphique montrant l'évolution de l'approximation de pi en nombre de décimales depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Cela ressemble à une courbe exponentielle. L'explosion du nombre de décimales est bien entendu liée à l'apparition des ordinateurs. Le nombre pi intervient dans de nombreux domaines et de nombreuses tâches de notre quotidien, encore une fois sans qu'on en ait conscience. La géométrie utilisée dans le calcul d'un parcours, dans des mesures sur une imagerie médicale, ou dans des estimations en astronomie, fait appel au nombre pi. Les statistiques utilisées dans des tirages aléatoires ou dans des mesures de probabilité ne pourraient se faire sans pi. Voici quelques exemples de situations où intervient le nombre pi. En géométrie pour le calcul de surface et volume. Comment ne pas citer l'une des plus belles formules de Léonard Euler, utilisée pour les nombres complexes? Exponentielle pi plus 1 égale 0. Une autre formule de Euler est la somme infinie de 1 sur 1 au carré plus 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré plus 1 sur 4 au carré, etc., qui fit l'objet de ce qu'on appelle le problème de Bâle. En 1735, Euler démontre que cette série converge vers le nombre pi au carré sur 6. Voici un exemple spectaculaire de la créativité du mathématicien indien Ramanujan. Il s'agit d'une fraction infinie mettant en relation deux nombres extraordinaires, le nombre pi et le nombre phi, appelé nombre d'or. On rappelle que le nombre d'or est égal à 1 plus racine de 5 sur 2. Le nombre pi apparaît également dans l'intégrale de Dirichlet, du nom du mathématicien allemand. En théorie des probabilités et en statistique, les lois normales ou lois de Gauss sont parmi les lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser des phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires, et le nombre pi est présent dans ces lois de Gauss. Considérons l'expérience de probabilité suivante, appelée également aiguille de Buffon, consistant à calculer la probabilité qu'une aiguille de longueur A, lancée sur un parquet fait de lattes de largeur B, soit à cheval sur deux lattes. Cette probabilité P est égale à 2A sur B pi. Voici un dernier exemple, celui de l'équation du champ gravitationnel d'Einstein. Et on voit bien que le nombre pi est présent. La forme de cette équation montre donc clairement une relation entre le contenu masse-énergie et la géométrie de l'espace-temps. Elle permet ainsi de décrire la courbure de l'espace-temps en fonction de la présence de masse-énergie. Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages, glorieux Archimède, artiste ingénieux, toi qui, de Syracuse aime encore la gloire, soit ton nom conservé par de savants grimoires. Jadis, mystérieux, un problème bloquait tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose que Pythagore découvrit aux anciens Grecs. Oh, quadrature! Vieux tourment du philosophe, insoluble rondeur, trop longtemps vous avez défié Pythagore et ses imitateurs.